Ils se déplacent parmi nous, ces enfants au regard trop mature, avec des responsabilités qui pèsent sur leurs frêles épaules comme des montagnes invisibles. Un enfant sur 6 dans notre société moderne assume prématurément le rôle de parent auprès de ses frères et sœurs. Chaque jour, des millions de petites mains préparent des repas, changent des couches, aident aux devoirs, consolent des chagrins qui ne devraient pas être les leurs à porter. Derrière les portes closes de foyers apparemment ordinaires se déroule une inversion silencieuse des rôles qui volent l'essence même de l'enfance. Bienvenue dans l'ombre de la fratrie parentive. Cette réalité souterraine, rarement évoquée dans nos conversations quotidiennes, façonne des destins entiers. Elle crée des adultes qui, dès l'âge de 8, 9, 10 ans, ont appris à mettre leurs propres besoins en veilleuse permanente. Des études récentes révèlent que 68% des adultes ayant été responsables de leurs frères et sœurs pendant leur enfance développent des patterns relationnels distinctifs qui influencent chaque aspect de leur vie ultérieure. L'enfant parentifié au sein de la fratrie n'est pas simplement un grand frère ou une grande sœur qui aide occasionnellement, c'est un substitut parental forcé d'endosser un rôle pour lequel son cerveau en développement, son système nerveux immature et sa psyché encore en formation ne sont fondamentalement pas équipés. Ce n'est pas une simple contribution familiale, mais une appropriation développementale, le vol d'une phase de vie qui ne peut jamais être pleinement récupérée. Ce phénomène transcende les frontières culturelles, économiques et géographiques. Nous le retrouvons dans les familles aisées où les parents sont absorbés par leur carrière, dans les foyers à faible revenu où la survie économique exige des absences parentales prolongées, dans les familles touchées par la maladie physique ou mentale d'un parent, dans les situations d'abus de substances, et même dans des contextes où les valeurs culturelles normalisent cette inversion des rôles, au point qu'elle devient invisible aux yeux même de ceux qui la perpétuent. La subtilité de cette forme particulière de parentification réside dans sa nature apparemment bénigne, voire vertueuse. Il est si serviable avec son petit frère, elle est comme une seconde mère pour ses sœurs. Ces compliments bien intentionnés masquent la réalité d'une enfance progressivement érodée, remplacée par des responsabilités qui créent un développement asymétrique profond. Des enfants hypermatures dans certains domaines, tragiquement sous-développés dans d'autres. Car, pendant qu'ils veillent à ce que leurs frères et sœurs mangent à leur faim, fassent leurs devoirs et reçoivent le réconfort émotionnel dont ils ont besoin, qui veille sur eux, qui s'assure que leur propre droit au jeu insouciant, à l'exploration, à l'erreur sans conséquence, ces ingrédients essentiels d'une enfance saine, soient préservés. La neurobiologie développementale nous révèle aujourd'hui l'ampleur de l'impact. Le cerveau d'un enfant de 10 ans n'est pas simplement une version miniature de celui d'un adulte. C'est un organe en pleine transformation, dont les différentes régions suivent une séquence précise de développement. Le cortex préfrontal, siège du jugement, de la planification, de la régulation émotionnelle, ces capacités qu'on exige prématurément de l'enfant parentifié, n'achève sa maturation qu'au milieu de la vingtaine. Forcer un enfant à utiliser des structures cérébrales qui ne sont pas encore pleinement développées crée une forme particulière de stress développemental. Les recherches en neuroimagerie montrent des modifications structurelles dans les régions cérébrales liées au traitement des émotions, à la réponse au stress et à l'attachement chez les adultes qui ont été responsables de leurs frères et sœurs pendant leur enfance. Ce qui distingue spécifiquement la parentification fraternelle d'autres formes de parentification est sa nature doublement liante. L'enfant parentifié face à ses frères et sœurs se trouve dans une position profondément ambivalente. À la fois, investi d'une autorité qu'il n'a pas les moyens d'exercer pleinement, et privé de l'égalité relationnelle qui devrait caractériser les liens fraternels sains. Cette position impossible crée ce que la psychologue Lynn Nibel appelle le paradoxe de l'autorité sans pouvoir. L'enfant parentifié est tenu responsable du comportement de ses frères et sœurs, mais sans les leviers d'autorité légitimes dont disposent les parents. Cette situation génère souvent des conflits loyautés déchirants. Être fidèle aux directives parentales ou répondre aux besoins légitimes des plus jeunes, maintenir une discipline nécessaire ou préserver un lien fraternel précieux. Les conséquences de cette position impossible s'étendent bien au-delà de l'enfance elle-même. Elle façonne des schémas relationnels qui persisteront tout au long de la vie adulte, des patterns si profondément ancrés qu'ils semblent être des traits de personnalité innés plutôt que des adaptations à un environnement développemental particulier. L'hypervigilance, cette attention constante aux besoins des autres, au détriment de ses propres besoins, devient une seconde nature. L'anticipation perpétuelle des besoins d'autrui, initialement développée pour gérer les frères et sœurs, se transforme en un radar relationnel hypersensible qui ne s'éteint jamais vraiment. Dans chaque relation future, amicale, romantique, professionnelle, l'adulte anciennement parentifié continue à scanner l'environnement pour détecter le moindre signe de besoin ou d'inconfort chez l'autre, prêt à intervenir avant même que la demande ne soit formulée. Cette hypervigilance s'accompagne souvent d'une difficulté profonde à identifier et exprimer ses propres besoins. Comment pourrait-il en être autrement ?
L'enfant qui a dû systématiquement prioriser les besoins de ses frères et sœurs développe ce que les psychologues appellent une atrophie des signaux internes, une déconnexion progressive de ses propres sensations, émotions et désirs. Les signaux de faim, de fatigue, de besoin de connexion ou de solitude sont ignorés si longtemps qu'ils finissent par s'affaiblir, créant une forme particulière d'aliénation de soi. Cette aliénation se manifeste souvent à l'âge adulte, sous forme d'une identité construite presque exclusivement autour du soin aux autres. Je suis celui qui prend soin devient non pas simplement ce que ces individus font, mais qui ils sont fondamentalement. Cette fusion entre fonction et identité crée une vulnérabilité particulière. Que reste-t-il quand la fonction de soin n'est plus nécessaire ou possible ? Le prix de cette enfance sacrifiée sur l'autel des responsabilités fraternelles est payé non seulement par l'enfant parentifié, mais aussi par les frères et sœurs dont il a dû s'occuper. Car contrairement à l'idée reçue, même les soins les plus dévoués d'un frère ou d'une sœur ne peuvent pleinement remplacer la présence parentale adéquate. Des études développementales montrent que les enfants élevés principalement par leurs aînés présentent eux-mêmes des patterns d'attachement et de développement distinctifs, perpétuant ainsi un cycle intergénérationnel de besoins inassouvis. Dans les coulisses de la vie familiale se joue un drame silencieux, celui de l'enfant pris dans l'entre-deux impossible, ni pleinement frère ou sœur, ni véritablement parent, mais contraint d'osciller constamment entre ces identités contradictoires. Cette position d'équilibriste relationnel représente peut-être l'aspect le plus psychologiquement complexe de la parentification fraternelle, créant une distorsion identitaire qui s'imprègne jusque dans les couches les plus profondes de la formation de soi. Pour comprendre la profondeur de cette distorsion, nous devons examiner ce que signifie véritablement la relation fraternelle dans le développement humain normal. Les frères et sœurs ne sont pas simplement des compagnons de jeu occasionnels ou des cohabitants fortuits du même espace familial. Ils représentent le premier laboratoire social où l'enfant apprend l'égalité relationnelle, la négociation entre pairs, la gestion des conflits horizontaux, la rivalité saine et la solidarité choisie. La fratrie constitue un microcosme social crucial où s'élaborent les compétences qui seront ensuite transférées aux relations avec les pairs à l'extérieur de la famille. Lorsqu'un enfant est propulsé dans une position parentale vis-à-vis de ses frères et sœurs, cette dynamique horizontale essentielle est remplacée par une verticalité relationnelle prématurée. L'égalité fraternelle, avec ses disputes, ses réconciliations, ses alliances fluctuantes, ses jeux de pouvoir temporaires, est sacrifiée sur l'autel d'une pseudo-maturité imposée. L'enfant parentifié perd ainsi non seulement sa propre enfance, mais aussi l'expérience formatrice d'être simplement un frère ou une sœur. Les recherches de la psychologue Judy Dunn sur les relations fraternelles montrent comment cette perturbation affecte profondément les deux côtés de l'équation. L'enfant parentifié développe une relation d'autorité prématurée qui interfère avec sa capacité à former des relations égalitaires avec ses pairs, tandis que les frères et sœurs plus jeunes perdent l'expérience cruciale d'avoir un aîné avec qui ils peuvent se mesurer, s'opposer et s'allier sans les complications d'une dynamique quasi-parentale. Cette position d'entre-deux crée ce que le psychanalyste Donald Winnicott appellerait un faux self particulièrement élaboré, une construction identitaire organisée autour d'une fonction plutôt qu'autour d'un développement authentique. L'enfant parentifié devient expert dans l'art de présenter différentes facettes de lui-même selon les contextes. Figure d'autorité avec ses frères et sœurs, enfant obéissant face aux parents, père ordinaire ou tentant de l'être, en milieu scolaire. Cette fragmentation identitaire impose une charge cognitive et émotionnelle considérable sur un système nerveux encore en développement. La nature particulièrement perverse de cette dynamique réside dans ce que le thérapeute familial Salvador Minuchin appellerait une frontière intergénérationnelle brouillée. L'enfant parentifié reçoit des messages profondément contradictoires. Tu dois être responsable comme un adulte, mais tu restes soumis à notre autorité comme un enfant. Cette double contrainte crée une confusion fondamentale autour des questions de pouvoir, d'autorité et d'autonomie, qui se manifestent souvent tout au long de la vie adulte sous forme d'ambivalence chronique face à l'autorité et aux responsabilités. Ce brouillage des frontières générationnelles s'étend jusqu'à la temporalité même du développement. L'enfant parentifié vit simultanément dans deux chronologies développementales distinctes, son âge chronologique et psychologique réel, et l'âge fonctionnel qu'on lui impose. Ce dédoublement temporel crée ce que la psychologue Pauline Boss nommerait une forme d'ambiguïté de frontières, où les rôles, les attentes et les compétences deviennent confusément entremêlés. Les travaux de la neuroscientifique Alicia Lieberman sur le développement du cerveau social éclairent comment cette confusion relationnelle s'inscrit dans les circuits neuronaux en formation. Les réseaux cérébraux qui sous-tendent la compréhension des hiérarchies sociales, la théorie de l'esprit, la capacité à comprendre les états mentaux d'autrui, et la régulation émotionnelle interpersonnelle se développent dans le contexte d'interactions sociales cohérentes. Lorsque ces interactions sont caractérisées par une ambiguïté fondamentale,
Comme dans le cas de l'enfant, à la fois frère et parent, ces réseaux neuronaux se configurent d'une manière atypique, qui influencera toutes les relations futures. Cette configuration neurodéveloppementale particulière explique pourquoi tant d'adultes anciennement parentifiés rapportent une confusion durable autour de leur place dans les relations sociales. Ni pleinement à l'aise dans les positions d'autorité, ni capables de se détendre complètement dans les relations égalitaires, ils se retrouvent souvent dans un entre-deux relationnel inconfortable, reproduisant inconsciemment la position limbique de leur enfance. L'impact de cette position d'équilibriste se manifeste de façon particulièrement aiguë dans les relations avec les frères et sœurs à l'âge adulte. Contrairement à l'idée romantique selon laquelle cette responsabilité précoce créerait des liens fraternels particulièrement forts, la recherche montre que la parentification fraternelle complique souvent profondément ces relations à long terme. L'ambivalence, le ressentiment non reconnu, les dynamiques de pouvoir non résolues et les attentes relationnelles asymétriques peuvent persister bien au-delà de l'enfance, créant des relations fraternelles adultes marquées par la distance émotionnelle malgré un attachement apparent. Ce qui rend cette dynamique particulièrement douloureuse, c'est que l'enfant parentifié développe souvent un attachement profondément ambivalent à son rôle. D'un côté, il ressent le poids écrasant des responsabilités imposées et la perte de sa propre enfance. De l'autre, ce rôle devient une source majeure de valorisation, d'identité, et parfois le seul domaine où il reçoit une forme de reconnaissance parentale. Cette ambivalence crée ce que la psychologue Alice Miller appellerait un drame narcissique, où l'enfant est piégé entre ses besoins authentiques et son besoin d'approbation pour un rôle qui l'aliène de lui-même. La complexité de cette position est encore amplifiée par les différences dans la façon dont elle est interprétée selon les contextes culturels. Dans certaines cultures, la responsabilité des aînés envers les plus jeunes est explicitement valorisée et considérée comme une partie normale du développement. Dans d'autres, elle est vue comme une défaillance du système familial. L'enfant parentifié navigue ainsi non seulement entre des identités contradictoires au sein de la famille, mais aussi entre des interprétations culturelles potentiellement opposées de son expérience. Cette navigation interculturelle devient particulièrement complexe dans les familles immigrantes ou issues de minorités culturelles, où les attentes traditionnelles concernant les responsabilités fraternelles peuvent entrer en conflit avec les normes de la culture dominante. L'enfant se retrouve alors à négocier non seulement les frontières entre fratrie et parentalité, mais aussi entre systèmes de valeurs culturelles divergents, ajoutant une couche supplémentaire de complexité à sa formation identitaire. L'impact de cette position d'entre-deux sur le développement de l'autonomie mérite une attention particulière. Le processus d'individuation, cette séparation progressive du self parental qui constitue une tâche développementale cruciale de l'adolescence, prend une forme particulièrement compliquée pour l'enfant parentifié. Comment se séparer quand on est devenu un pilier fonctionnel du système familial ? Comment revendiquer son indépendance quand des frères et sœurs dépendent concrètement de votre présence et de vos soins ? Cette question devient particulièrement aiguë lors des transitions normales de l'adolescence et du jeune âge adulte. Le choix d'une orientation scolaire, le départ du foyer familial, les premières relations amoureuses sérieuses. Des études longitudinales montrent que les adolescents parentifiés présentent des taux significativement plus élevés de ce que les psychologues du développement appellent l'autonomie forcée. Ils quittent le domicile familial soit beaucoup plus tôt que la moyenne, dans une rupture parfois brutale, soit significativement plus tard, sacrifiant leur propre trajectoire développementale aux besoins familiaux continus. Dans les cas les plus sévères, cette impossibilité de résoudre le conflit entre besoins personnels et responsabilités fraternelles peut conduire à ce que les psychologues cliniciens reconnaissent comme une forme particulière de gel développemental, un état où certains aspects de la maturation psychologique semblent suspendus, comme si une partie de la personnalité attendait toujours la permission d'avancer. Ce gel développemental coexiste paradoxalement avec une hypermaturité dans d'autres domaines, créant ce que la psychologue John Baker Miller décrirait comme un développement en mosaïque. Certaines compétences et capacités exceptionnellement avancées côtoient des lacunes développementales significatives. L'enfant capable de gérer un budget familial complexe peut simultanément présenter une immaturité marquée dans sa capacité à jouer, à prendre des risques appropriés à son âge ou à former des amitiés équilibrées avec ses pairs. Cette asynchronie développementale crée une vulnérabilité particulière aux troubles de l'identité à l'âge adulte. Qui suis-je en dehors de mon rôle de « celui qui prend soin des autres » ? Cette question existentielle hante souvent l'adulte anciennement parentifié, créant ce que les psychologues existentiels appelleraient une crise du sens particulièrement profonde. La position d'équilibriste entre frères et parents crée également une relation complexe avec l'autorité. Ayant été placé prématurément en position d'exercer une autorité pour laquelle il n'était pas équipé, tout en restant simultanément soumise à l'autorité parentale, l'enfant parentifié développe souvent une ambivalence profonde face aux structures hiérarchiques.
Cette ambivalence se manifeste dans la vie adulte par des patterns relationnels oscillant entre la soumission excessive et la rébellion contre toute forme d'autorité perçue. Dans la sphère professionnelle, cette ambivalence peut se traduire par une difficulté particulière à occuper confortablement des positions d'autorité intermédiaires, ces rôles qui exigent à la fois de se soumettre à une hiérarchie supérieure et d'exercer une autorité sur des subordonnés. Cette position, qui reproduit structurellement l'ambiguïté de la position fraternelle parentifiée, peut réactiver des conflits internes profonds. La science moderne des neurosciences développementales nous offre aujourd'hui une fenêtre fascinante sur les transformations neurobiologiques qui s'opèrent lorsqu'un cerveau en pleine formation est soumis aux exigences extraordinaires de la parentification fraternelle. Ce n'est pas simplement une question de psychologie ou d'émotions perturbées, c'est une reconfiguration littérale des circuits neuronaux, une adaptation biologique à un environnement développemental atypique qui laisse des empreintes mesurables dans la matière même qui sous-tend notre conscience et notre identité. Le cerveau d'un enfant n'est pas une version miniature du cerveau adulte. C'est un organe dynamique en constante évolution qui se développe selon une séquence précise, génétiquement programmée mais exquisément sensible aux influences environnementales. Cette plasticité, la capacité du cerveau à se reconfigurer en réponse à l'expérience, est à la fois sa plus grande force et sa plus grande vulnérabilité. Les travaux pionniers du Dr. Bruce Perry sur le développement cérébral en contexte d'adversité nous montrent comment le cerveau de l'enfant parentifié s'adapte structurellement à ses responsabilités prématurées. Certaines régions cérébrales, comme le cortex préfrontal médian impliqué dans la compréhension des états mentaux d'autrui, peuvent présenter une maturation accélérée. Cette région, cruciale pour l'empathie cognitive, la capacité à comprendre intellectuellement ce que ressent l'autre, montre souvent une activité et une connectivité anormalement élevées chez les enfants qui ont dû prendre soin de leurs frères et sœurs. Cette hypermaturation localisée vient cependant au prix d'un développement potentiellement compromis dans d'autres régions cérébrales. Les zones liées au jeu, à l'exploration, à la prise de risques appropriée à l'âge, comme certaines parties du système limbique et des ganglions de la base, peuvent présenter des patterns d'activation réduits. Le cerveau, disposant de ressources énergétiques finies, priorise les circuits nécessaires à la fonction de soin au détriment de ceux qui sous-tendent l'expérience normative de l'enfance. Les recherches en neuroimagerie fonctionnelle révèlent également des patterns distincts d'activation dans l'amygdale, cette structure cérébrale profonde impliquée dans le traitement des émotions et des menaces. Les enfants parentifiés montrent souvent une réactivité amygdalienne accrue face aux expressions faciales négatives, mais aussi une habituation plus rapide à ces stimuli. Une adaptation neurologique qui permet de fonctionner malgré l'exposition chronique à la détresse des autres. Cette reconfiguration amygdalienne s'accompagne fréquemment d'une connectivité renforcée entre l'amygdale et le cortex cingulaire antérieur, région impliquée dans la régulation des émotions et l'attention aux stimuli saillants. Cette hyperconnectivité facilite ce que les neuroscientifiques appellent l'empathie prédictive, la capacité à anticiper les besoins émotionnels d'autrui avant même leur expression explicite, compétence cruciale pour l'enfant qui doit naviguer les besoins souvent inexprimés de ses frères et sœurs plus jeunes. Particulièrement fascinant est l'impact de la parentification fraternelle sur le cerveau social. Cet ensemble de régions cérébrales spécialisées dans le traitement de l'information sociale. Les travaux de Matthew Lieberman en neurosciences sociales montrent comment ces régions se configurent en fonction des rôles sociaux habituellement occupés. Chez l'enfant parentifié, ces circuits neuronaux développent une spécialisation précoce dans la détection des signaux de détresse et de besoin, parfois au détriment d'autres aspects de la cognition sociale, comme la réciprocité ludique ou la négociation entre pairs. L'impact neurobiologique de cette reconfiguration s'étend jusqu'au système neuro-endocrinien qui régule la réponse au stress. L'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, HRS, ce système complexe qui orchestre la production d'hormones de stress comme le cortisol, peut être fondamentalement recalibré par l'expérience chronique de la responsabilité précoce. Des études montrent des patterns atypiques de sécrétion de cortisol chez les enfants parentifiés, souvent une réactivité émoussée au stress aigu combinée à des niveaux basaux chroniquement élevés, signature biologique d'un système d'alerte perpétuellement activé mais partiellement désensibilisé. Cette altération de l'axe HHS a des implications profondes pour la santé physique à long terme. Les niveaux chroniquement élevés de cortisol sont associés à des risques accrus de troubles cardiovasculaires, métaboliques et immunitaires à l'âge adulte. La parentification fraternelle n'est ainsi pas simplement une question de développement psychologique perturbé, mais un facteur de risque tangible pour la santé physique tout au long de la vie. Les travaux de Stephen Porges sur la théorie polyvagale offrent un éclairage supplémentaire sur la façon dont le système nerveux autonome, ce réseau qui contrôle nos fonctions corporelles inconscientes, est reconfiguré par la parentification fraternelle. Le nerf vague, élément central de ce système,
développe des patterns de tonalité distinctives chez les enfants chroniquement exposés à des responsabilités dépassant leur capacité développementale. Le système d'engagement social, cette partie du système nerveux qui facilite les interactions sociales sécurisantes, peut présenter un développement paradoxal chez l'enfant parentifié. Hyperactivé dans sa fonction de détection des besoins d'autrui, mais potentiellement sous-développé dans sa capacité à faciliter des interactions ludiques, réciproques et égalitaires. Cette asymétrie neurovégétative contribue à ce sentiment de jamais vraiment relaxer que rapportent de nombreux adultes anciennement parentifiés. Particulièrement préoccupante est l'interaction entre ces reconfigurations neurobiologiques et les périodes sensibles du développement cérébral. Les neuroscientifiques ont identifié des fenêtres temporelles spécifiques pendant lesquelles certaines capacités cérébrales sont particulièrement malléables. La parentification fraternelle qui survient pendant ces périodes critiques peut avoir un impact disproportionné sur le développement des circuits affectés. Par exemple, la période entre 7 et 12 ans, âge typique où la parentification fraternelle devient particulièrement intense, correspond à une phase cruciale pour le développement des fonctions exécutives comme la planification, l'inhibition et la flexibilité cognitive. L'exposition à des responsabilités écrasantes pendant cette période peut affecter durablement le développement de ces capacités, créant des patterns cognitifs caractérisés par une hypervigilance aux détails liés aux besoins d'autrui, mais une potentielle rigidité face aux changements imprévisibles. Les recherches en épigénétique, cette science qui étudie comment l'environnement influence l'expression des gènes sans modifier leur séquence, apportent une dimension supplémentaire à notre compréhension. Des études pionnières, comme celle menée par Moshe Seif à l'université McGill, montrent comment le stress chronique pendant l'enfance peut littéralement marquer l'ADN, à travers des processus comme la méthylation, modifiant durablement la façon dont certains gènes s'expriment. Ces modifications épigénétiques peuvent affecter particulièrement les gènes impliqués dans la régulation du stress et les fonctions immunitaires, créant ce que les chercheurs appellent une signature biologique de l'adversité précoce qui persiste jusqu'à l'âge adulte et, dans certains cas, peut même être transmise aux générations suivantes. La parentification fraternelle ne modifie pas simplement une trajectoire de vie individuelle, mais peut théoriquement influencer la biologie des générations futures. Malgré ce tableau neurobiologique complexe, les recherches récentes en neurosciences de la résilience offrent une perspective encourageante. Les travaux d'Anne Maston sur ce qu'elle appelle la résilience ordinaire montrent comment certains enfants développent des adaptations remarquablement positives malgré des circonstances adverses. Le cerveau parentifié n'est pas simplement endommagé, il est différemment développé, avec des vulnérabilités spécifiques mais aussi des forces neurobiologiques potentielles. Les circuits neuronaux associés à ce que les psychologues appellent la mentalisation, cette capacité sophistiquée à comprendre les états mentaux complexes d'autrui, peuvent présenter un développement particulièrement avancé chez les enfants parentifiés. Cette capacité, lorsqu'elle est ultérieurement soutenue par des expériences relationnelles réparatrices, peut devenir une ressource cognitive et émotionnelle précieuse, plutôt qu'une simple adaptation à l'adversité. La neuroplasticité, cette capacité du cerveau à se réorganiser tout au long de la vie, offre également une voie vers la guérison neurobiologique. Les recherches de Richard Davidson sur la méditation et la pleine conscience montrent comment des pratiques spécifiques peuvent littéralement recabler les circuits cérébraux affectés par le stress chronique, renforçant les connexions préfrontales qui sous-tendent la régulation émotionnelle et rééquilibrant l'activité de l'amygdale hyperréactive. De même, les travaux de Bessel van der Kolk sur les approches somatiques du trauma développemental suggèrent que des interventions corporelles comme le yoga thérapeutique, la thérapie sensorimotrice ou même certaines formes de danse peuvent aider à recalibrer un système nerveux autonome dysrégulé par des responsabilités précoces écrasantes. La recherche émergente sur les interventions basées sur l'attachement montre également comment des relations thérapeutiques spécifiques peuvent faciliter ce que les neuroscientifiques appellent la neuroarchéologie, ce processus par lequel des expériences relationnelles correctrices permettent d'accéder à des circuits neuronaux formés précocement et de les modifier graduellement à travers des interactions qui contredisent les attentes relationnelles négatives. Particulièrement prometteurs sont les travaux sur la thérapie EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, adaptée aux traumas développementaux. Cette approche, qui utilise la stimulation bilatérale pour faciliter le traitement neurologique des souvenirs traumatiques, s'est avérée efficace pour adresser les empreintes neurobiologiques laissées par la parentification chronique. Dans les profondeurs de nos lignées familiales s'écoule un fleuve invisible, charriant les fragments d'expériences non intégrées, de rôles inachevés, de fardeaux non reconnus. Ce courant transgénérationnel, que les psychologues systémiques nomment la transmission intergénérationnelle des patterns relationnels, trouve dans la parentification fraternelle l'une de ses manifestations les plus puissantes, et pourtant les moins reconnues. Car ce phénomène n'est presque jamais un événement isolé,
mais le maillon d'une chaîne ancestrale qui s'étend souvent sur plusieurs générations. Les traditions spirituelles et philosophiques du monde entier ont reconnu cette dimension transgénérationnelle bien avant la psychologie moderne. La tradition juive parle des péchés des pères qui affectent les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération, non comme une punition divine, mais comme la reconnaissance d'une réalité psychospirituelle profonde. Les patterns relationnels non résolus se perpétuent jusqu'à ce qu'une conscience suffisante permette leur transformation. De même, de nombreuses traditions indigènes pratiquent des rituels spécifiques pour nettoyer la lignée ancestrale. Une reconnaissance intuitive que nous portons en nous, non seulement notre propre histoire, mais aussi les empreintes psychiques des générations qui nous ont précédés. La psychologie moderne, à travers les travaux pionniers de figures comme Ivan Bozormeny-Nagy, Murray Bowen ou Bert Hellinger, confirme cette intuition ancestrale, tout en lui donnant un cadre conceptuel contemporain. L'approche contextuelle de Bozormeny-Nagy, en particulier, offre une perspective éclairante sur la dimension transgénérationnelle de la parentification fraternelle à travers son concept de loyauté invisible. Ces loyautés opèrent comme des forces gravitationnelles au sein du système familial, attirant inconsciemment les membres vers la répétition de patterns relationnels, même lorsque ces patterns sont manifestement douloureux ou dysfonctionnels. L'enfant, qui devient parent de ses frères et sœurs, s'inscrit souvent dans une lignée de parentification qui s'étend sur plusieurs générations. Le parent qui délègue des responsabilités parentales inappropriées à son enfant a fréquemment été lui-même un enfant parentifié, non pas nécessairement dans la même configuration exacte, mais portant la même blessure fondamentale d'une enfance sacrifiée sur l'autel des besoins familiaux. Ce qui rend cette transmission particulièrement insidieuse est sa nature souvent inconsciente. Le parent anciennement parentifié ne choisit pas délibérément de reproduire ce pattern douloureux. Au contraire, son expérience subjective peut être celle d'une rupture intentionnelle avec son propre passé. Je ne ferai jamais à mes enfants ce qu'on m'a fait. Et pourtant, en l'absence d'un travail conscient d'intégration et de guérison, les mêmes dynamiques relationnelles se recréent, comme si le système familial était magnétiquement attiré vers un équilibre dysfonctionnel mais familier. Les travaux de Murray Bowen sur la différenciation du soi éclairent ce processus de transmission. Bowen observait que le niveau de différenciation, cette capacité à maintenir un sens cohérent de soi tout en restant en connexion émotionnelle avec les autres, tend à se reproduire d'une génération à la suivante. L'enfant parentifié, dont la différenciation a été compromise par la nécessité de subordonner ses propres besoins à ceux du système familial, transmet inconsciemment ce même niveau de in-différenciation à la génération suivante. Cette transmission opère à travers ce que les psychanalystes contemporains, comme Christopher Bollas, appellent la connaissance non pensée. Ces patterns relationnels absorbés non pas à travers l'instruction explicite, mais à travers l'expérience incarnée répétée. L'enfant n'apprend pas intellectuellement qu'il doit sacrifier ses besoins pour ceux des autres. Il l'absorbe comme une vérité existentielle à travers 1000 interactions quotidiennes, où ce message est implicitement communiqué. Les traditions bouddhistes parlent de samskara, ces empreintes psychiques laissées par l'expérience qui conditionnent notre perception et notre comportement futur. La parentification crée des samskaras particulièrement profonds autour des questions de valeur personnelle, de légitimité des besoins et de rôle relationnel. Ces empreintes ne s'effacent pas simplement avec le temps ou la maturation. Elles continuent à façonner l'expérience subjective, jusqu'à ce qu'elle soit consciemment reconnue et transformée. Les travaux du psychiatre et philosophe Iain McGilchrist sur la latéralisation cérébrale offrent une perspective fascinante sur cette transmission. McGilchrist suggère que nos deux hémisphères cérébraux entretiennent des relations fondamentalement différentes avec le monde. L'hémisphère gauche tendant vers l'abstraction, la catégorisation et le contrôle, l'hémisphère droit vers l'incarnation, la connexion et l'ouverture à l'expérience dans sa globalité. L'enfant parentifié développe souvent une dominance prématurée de l'hémisphère gauche, cette capacité à abstraire, à contrôler, à gérer des situations complexes, au détriment de l'expérience incarnée, présente et intégrée, associée à l'hémisphère droit. Cette configuration cérébrale devient littéralement la lentille à travers laquelle l'ancien enfant parentifié, devenu parent, perçoit et interprète le comportement de ses propres enfants, perpétuant inconsciemment une vision du monde où la gestion efficace prime sur la présence authentique. Cette transmission intergénérationnelle opère également à travers ce que la psychanalyste contemporaine Selma Freiberg appelait les fantômes dans la chambre d'enfant, ces présences invisibles des figures parentales intériorisées qui influencent inconsciemment la façon dont nous interagissons avec nos propres enfants. Le parent anciennement parentifié porte en lui non seulement le fantôme de ses propres parents défaillants, mais aussi celui de l'enfant qu'il a été et qui n'a jamais pu pleinement vivre son enfance. La dimension spirituelle de cette transmission ne doit pas être sous-estimée. De nombreuses traditions mystiques parlent de la nécessité d'une libération ancestrale, ce processus par lequel nous reconnaissons et transformons non seulement nos propres blessures,
mais aussi celles que nous avons héritées de nos lignées familiales. Dans la tradition kabbalistique, ce processus est appelé tikkun, la réparation ou restauration d'une harmonie fondamentale perturbée. La parentification fraternelle s'inscrit souvent dans ce que les thérapeutes familiaux appellent des patterns familiaux compensatoires, ces configurations relationnelles qui émergent pour compenser des déséquilibres systémiques plus profonds. Dans les familles où la capacité parentale est compromise par la maladie mentale, la toxicomanie, le traumatisme non résolu ou l'absence physique, la parentification d'un enfant aîné devient une solution systémique qui permet au système familial de continuer à fonctionner, mais au prix terrible du développement sain de cet enfant. Ce qui rend cette dynamique particulièrement perverse est sa tendance à s'auto-perpétuer. L'enfant parentifié, privé de modèles sains de parentalité et d'adultes capables de reconnaître et de répondre adéquatement à ses besoins, développe souvent ce que les psychologues de l'attachement appellent des modèles opératoires internes déficients. Ces représentations mentales qui guident nos attentes concernant les relations proches. Ces modèles déficients deviennent ensuite les schémas implicites qui guident sa propre parentalité, créant un cycle qui se perpétue. Les travaux de Daniel Siegel sur la parentalité consciente offrent une perspective prometteuse sur la rupture de ce cycle. Siegel suggère que la capacité à faire sens de notre propre histoire d'attachement, à la narrer de façon cohérente, à reconnaître son impact sur notre développement et à l'intégrer dans une compréhension plus large de nous-mêmes, est plus prédictive de notre capacité à former des attachements sécurisants avec nos propres enfants que l'histoire elle-même. Cette perspective offre un espoir profond. Même les héritiers des lignées les plus lourdes de parentification peuvent interrompre ce cycle s'ils développent ce que Siegel appelle une narration autobiographique cohérente. Cette capacité à raconter leur propre histoire avec conscience réflexive, reconnaissant à la fois l'impact de leurs expériences précoces et leur propre agentivité dans la création d'une trajectoire différente. La psychologie analytique jungienne offre une perspective complémentaire à travers son concept d'individuation, ce processus par lequel nous nous différencions progressivement des patterns collectifs et familiaux inconscients pour développer une relation plus consciente et authentique avec notre propre nature profonde. Pour l'adulte issu d'une lignée de parentification, l'individuation implique nécessairement une réévaluation fondamentale de son identité, au-delà du rôle de celui qui prend soin des autres. Les traditions chamaniques du monde entier pratiquent des rituels spécifiques de récupération d'âme, ces cérémonies destinées à réintégrer les fragments de vitalité perdus lors d'expériences traumatiques ou de violations développementales. Pour l'enfant parentifié, ces fragments correspondent souvent précisément aux aspects de l'expérience enfantine qui ont été sacrifiés, la spontanéité, la légèreté, la capacité à jouer sans but, à explorer sans responsabilité, à recevoir sans culpabilité. Les approches contemporaines, comme la constellation familiale développée par Bert Hellinger, intègrent cette perspective chamanique dans un cadre thérapeutique moderne. Ces approches permettent de visualiser et de reconfigurer physiquement les dynamiques systémiques inconscientes, rendant visible l'invisible et offrant la possibilité d'une réorganisation plus harmonieuse des relations intergénérationnelles. Un aspect particulièrement fascinant de la transmission intergénérationnelle concerne ce que les psychologues développementaux appellent l'effet de génération alternée. Cet effet décrit la tendance des patterns relationnels à sauter une génération, les petits-enfants reproduisant souvent plus directement les patterns de leurs grands-parents que ceux de leurs parents. Dans le contexte de la parentification fraternelle, cela peut se manifester par un parent qui, ayant été parentifié, surprotège ses propres enfants, leur épargnant toute responsabilité, pour voir ensuite ses petits-enfants reproduire le pattern original de parentification. Ce phénomène s'explique en partie par ce que les psychologues systémiques appellent l'homéostasie transgénérationnelle, cette tendance des systèmes familiaux à maintenir un équilibre particulier à travers les générations, même lorsque les membres individuels tentent consciemment de créer un changement. Le système dans son ensemble résiste au changement, souvent à travers des corrections compensatoires inconscientes qui rétablissent l'équilibre familier, quoique dysfonctionnel. Ils passent parmi nous, ces adultes, aux sourires parfaitement orchestrés, aux vies apparemment bien rangées, aux capacités extraordinaires d'anticipation et d'adaptation. Derrière leur façade soigneusement construite se cachent pourtant les cicatrices invisibles d'une enfance sacrifiée sur l'autel des responsabilités fraternelles prématurées. Reconnaître ces signes n'est pas un simple exercice académique, mais une nécessité urgente qui peut ouvrir la porte à une guérison longuement différée. Le premier de ces signaux d'alarme, peut-être le plus trompeur, est ce que les psychologues appellent l'hypercompétence. Observez attentivement, et vous remarquerez comment cette compétence extraordinaire porte en elle une qualité particulière de rigidité, un perfectionnisme qui frise l'obsessionnel. Ce n'est pas simplement une personne organisée ou efficace, c'est quelqu'un pour qui le moindre échec, la moindre imperfection, déclenche une terreur existentielle profonde,
comme si sa valeur entière était constamment en jeu dans chaque tâche. Cette hypercompétence s'accompagne souvent d'une difficulté significative à recevoir de l'aide. Proposez assistance à l'adulte anciennement parentifié, et vous observerez une réaction viscérale d'inconfort, parfois masquée par une politesse excessive, mais néanmoins palpable. Pour quelqu'un qui a construit son identité entière autour de sa capacité à être celui qui donne plutôt que celui qui reçoit, l'inversion de ce flux d'énergie relationnelle peut déclencher une anxiété profonde, presque une confusion identitaire. Plus subtil encore est le phénomène que les thérapeutes nomment l'écoute hypertrophiée. Cette capacité extraordinaire à détecter les moindres fluctuations émotionnelles chez l'autre, souvent avant même que la personne elle-même n'en soit consciente. Dans les conversations, ces individus semblent presque télépathiques, anticipant les besoins, ajustant instantanément leur comportement pour accommoder l'état émotionnel de leur interlocuteur. Ce n'est pas simplement de l'empathie naturelle, c'est une hypervigilance relationnelle développée dans le creuset d'une responsabilité précoce écrasante. Cette hypervigilance s'accompagne paradoxalement d'une certaine atrophie de la conscience interoceptive, cette capacité à percevoir et interpréter les signaux provenant de son propre corps. Questionnez l'adulte anciennement parentifié sur ses propres émotions, sensations ou besoins, et vous observerez souvent un moment de confusion authentique, comme si vous lui posiez une question dans une langue étrangère. « Comment te sens-tu » devient une interrogation presque philosophique, nécessitant un effort conscient de reconnexion avec des sensations internes systématiquement ignorées pendant des années critiques du développement. Dans les relations intimes, un quatrième signal se manifeste sous forme de ce que la thérapeute Pia Mellody appelle le dilemme du contrôle. Cette oscillation caractéristique entre un contrôle relationnel excessif et un abandon complet des frontières. L'adulte qui a dû prématurément prendre soin de ses frères et sœurs n'a jamais pu développer ce que les psychologues du développement appellent l'autonomie relationnelle, cette capacité à maintenir simultanément connexion authentique et individualité intacte. Le résultat est une danse relationnelle distinctive, où la personne alterne entre des périodes de surfonctionnement, prenant en charge de façon excessive les besoins et responsabilités de l'autre, et des moments d'effondrement où toutes les frontières s'évanouissent. Ce pattern de tout ou rien reflète l'expérience fondatrice où la seule alternative à être le responsable était un abandon complet à des circonstances chaotiques et menaçantes. Particulièrement révélateur est le pattern de choix relationnel que développent souvent ces individus. Avec une précision presque magnétique, ils tendent à être attirés par des partenaires qui recréent inconsciemment la dynamique familiale d'origine. Des personnes qui, d'une façon ou d'une autre, nécessitent une forme de sauvegarde ou de soin. Ce n'est pas un masochisme relationnel, mais une tentative inconsciente de maîtriser une situation traumatique originelle en la recréant dans un contexte où, cette fois, ils espèrent pouvoir créer une issue différente. Cette tendance s'inscrit dans ce que les psychanalystes contemporains appellent la compulsion de répétition, cette propension mystérieuse mais puissante à recréer des situations qui évoquent des blessures précoces non résolues. Pour l'adulte anciennement responsable de ses frères et sœurs, ces répétitions prennent souvent la forme de relations où ils se retrouvent inévitablement en position de sauveur, reproduisant le triangle dramatique, identifié par l'analyse transactionnelle. Sauveur, victime, persécuteur. Dans la sphère professionnelle, un sixième signal apparaît sous forme d'une attraction presque magnétique vers des métiers centrés sur le soin ou l'aide aux autres. Enseignement, soins infirmiers, travail social, psychothérapie, médecine. Cette orientation n'est pas simplement une préférence vocationnelle innocente, mais souvent une tentative de transformer en identité professionnelle valorisée ce qui était originellement une adaptation traumatique. La question troublante que peu osent poser est: s'agit-il d'un véritable choix vocationnel authentique ou d'une recréation compulsive d'un rôle imposé? Les psychiatres spécialistes de l'épuisement professionnel observent que ces individus présentent un risque particulièrement élevé de burn-out, non pas simplement en raison de la nature exigeante de ces professions, mais parce qu'ils y apportent une vulnérabilité spécifique, l'incapacité à reconnaître et respecter leurs propres limites, combinée à une identité construite presque exclusivement autour de leur capacité à répondre aux besoins des autres. Plus subtil encore est le rapport particulier que ces adultes entretiennent avec le plaisir et la détente. Observez attentivement et vous remarquerez une difficulté caractéristique à se permettre des moments de pure jouissance sans but productif. Le loisir devient une autre forme de travail. Même leur plaisir tendent à être structurés, productifs, orientés vers un but. La simple présence à l'instant, la jouissance sans justification utilitaire, reste mystérieusement hors d'atteinte, comme un territoire étranger dont ils ont entendu parler mais qu'ils n'ont jamais visité. Cette difficulté s'explique en partie par ce que les neuroscientifiques appellent l'atrophie des circuits de récompense intrinsèque.
ces réseaux neuronaux, qui s'activent naturellement en réponse au plaisir pour lui-même, sans nécessité de justification externe. Ces circuits, qui se développent normalement à travers les expériences répétées de jeux libres pendant l'enfance, peuvent rester sous-développés chez l'enfant parentifié, créant une difficulté durable à accéder à la joie sans raison. L'un des signaux les plus douloureux se manifeste dans le rapport au corps lui-même. Les thérapeutes somatiques observent fréquemment chez ces adultes ce que la spécialiste du trauma, Pat Ogden, appelle l'aliénation corporelle chronique, cette déconnexion subtile mais profonde de l'expérience incarnée. Le corps n'est pas vécu comme le siège sacré de l'expérience vivante, mais comme un instrument fonctionnel au service des responsabilités. Cette aliénation se manifeste physiquement à travers des postures caractéristiques, souvent une tension chronique dans les épaules et le cou, comme si le corps portait littéralement un poids invisible. Une respiration superficielle et restreinte, une tendance à l'hypertonicité musculaire même au repos. Ces patterns corporels ne sont pas simplement des tensions physiques, mais l'inscription littérale dans la chair d'une histoire de responsabilité prématurée. Un neuvième signal, particulièrement poignant, se manifeste dans ce que les psychologues existentiels appelleraient l'anxiété de vide, cette terreur profonde face aux moments de calme et d'inactivité. L'adulte anciennement parentifié remplit compulsivement chaque moment de son existence, maintenant un niveau d'activité qui confine à l'agitation maniaque. Ce n'est pas simplement de l'efficacité ou de l'ambition, mais une fuite existentielle devant le vide qui menace d'émerger lorsque la distraction de l'activité constante s'estompe. Cette anxiété de vide est intimement liée à ce que les psychanalystes relationnels nomment la phobie du self authentique, cette peur profonde de rencontrer véritablement qui l'on est au-delà des rôles et fonctions. Après avoir construit une identité entière autour de la capacité à répondre aux besoins des autres, la question « qui suis-je réellement ?» prend une dimension vertigineuse, presque menaçante. Dans les relations avec les frères et sœurs à l'âge adulte, un dixième signal apparaît sous forme d'une ambivalence caractéristique, un mélange complexe d'hyperresponsabilité persistante et de ressentiments souterrains. L'adulte anciennement parentifié continue souvent à se sentir excessivement responsable du bien-être de ses frères et sœurs, même lorsque ceux-ci sont des adultes pleinement fonctionnels. Simultanément, un courant souterrain de colère non reconnu peut empoisonner ces relations, créant des dynamiques d'aide-ressentiment particulièrement douloureuses. Les travaux du psychologue Jeffrey Young sur les schémas précoces inadaptés éclairent un 11e signal, le schéma de sacrifice de soi. Ce pattern cognitif et émotionnel profondément ancré se caractérise par une propension excessive à répondre aux besoins des autres, aux dépens de sa propre satisfaction. Ce n'est pas simplement de la générosité ou de l'altruisme, mais une conviction fondamentale que sa propre valeur dépend entièrement de sa capacité à être utile aux autres. Ce schéma s'accompagne souvent de ce que Young appelle le schéma des droits personnels insuffisants. Cette croyance profonde qu'on n'a pas les mêmes droits légitimes au bien-être, à l'attention, aux soins que les autres. Ce n'est pas une humilité authentique, mais l'intériorisation d'un message développemental toxique. Tes besoins sont secondaires, négligeables, voire illégitimes. Un 12e signal, particulièrement troublant, se manifeste dans les moments de transition développementale. Ces passages critiques, comme le départ du foyer parental, le mariage, la naissance d'un enfant, la perte d'un parent. Ces transitions, qui demandent une réorganisation identitaire profonde, peuvent déclencher chez l'adulte anciennement parentifié ce que les thérapeutes familiaux appellent des crises de déloyauté. Ces périodes de détresse intense où l'individu se sent déchiré entre son propre développement et ses loyautés familiales inconscientes. Dans les profondeurs de l'âme humaine, au-delà des adaptations, des masques et des cicatrices, réside une vérité fondamentale que toutes les traditions de sagesse ont reconnue. Rien n'est jamais véritablement perdu. L'enfance, qui n'a pas pu être vécue pleinement, n'est pas simplement une phase chronologique irrémédiablement passée, mais une dimension de l'expérience qui attend d'être récupérée, intégrée, honorée. Le chemin vers cette récupération est peut-être le voyage le plus profondément transformateur qu'un adulte anciennement responsable de ses frères et sœurs puisse entreprendre. Ce voyage commence par ce que les psychologues de la pleine conscience appellent la présence témoin. Cette capacité à observer sans jugement l'étendue réelle de ce qui a été perdu. Cette reconnaissance n'est pas une indulgence dans la victimisation, mais un acte de courage radical. Comme l'écrivait le poète Rainer Maria Rilke, peut-être que tous les dragons de notre vie ne sont, en fin de compte, que des princesses qui attendent de nous voir une fois beaux et courageux. Le dragon particulier que doit affronter l'adulte anciennement parentifié est le mythe de la maturité précoce bénéfique. Cette fiction culturelle, selon laquelle les responsabilités prématurées forgent simplement le caractère, créant des individus exceptionnellement résilients et capables. Cette narration culturelle, profondément ancrée dans des valeurs d'autosuffisance et de stoïcisme, masque la réalité développementale.
Certaines expériences ne peuvent être sautées sans conséquences profondes. Le thérapeute spécialisé en trauma développemental Pete Walker parle de la nécessité d'un deuil développemental. Ce processus émotionnel par lequel nous reconnaissons et pleurons non seulement ce qui s'est produit, les responsabilités écrasantes, mais aussi ce qui n'a pas pu se produire, les expériences formatrices essentielles de l'enfance. Ce deuil n'est pas un exercice de rumination sur le passé, mais un processus actif de libération émotionnelle qui ouvre l'espace nécessaire pour de nouvelles possibilités. Ce processus de deuil implique souvent ce que la psychologue analytique Marion Woodman appelle « danser dans les flammes », cette capacité paradoxale à rester présent avec des émotions extrêmement douloureuses, sans être consumé par elles. Pour l'adulte qui a passé sa vie à contenir ses émotions pour pouvoir fonctionner et prendre soin des autres, cette ouverture à sa propre douleur représente une forme particulière de courage. Les approches somatiques du trauma développemental, comme la somatic experiencing développée par Peter Levine, offrent des voies particulièrement puissantes pour ce travail. Ces approches reconnaissent quand même que les souvenirs de la parentification précoce ne sont pas simplement stockés dans la mémoire narrative explicite, mais littéralement inscrits dans le corps, dans les patterns de tension musculaire, dans les habitudes respiratoires, dans la posture elle-même. Le travail de libération implique ce que Levine appelle la complétion des réponses protectrices inachevées. Ces impulsions naturelles de protestation, de limite, de fuite, qui ont dû être supprimées pour survivre dans un système familial qui exigeait une adaptation complète. À travers un processus guidé qui permet au corps de compléter ses réponses interrompues, une recalibration profonde du système nerveux devient possible. Parallèlement à ce travail corporel, la guérison implique ce que les thérapeutes narratifs appellent la re-authoring, cette réécriture consciente de l'histoire personnelle qui permet de passer d'une narration de déficience, « j'ai raté mon enfance », à une narration de résilience et de possibilité. J'ai survécu à des circonstances extraordinaires et je peux maintenant créer une vie qui honore toutes les parties de moi-même. Ce processus de réécriture n'est pas une simple reframing cognitive superficielle, mais une réorganisation profonde de la façon dont l'expérience est encodée et intégrée. Comme l'écrit le neuroscientifique Daniel Siegel, là où va l'attention, les neurones s'activent et se connectent. En dirigeant consciemment l'attention vers les aspects de l'expérience précédemment exclus de la conscience, de nouvelles connexions neuronales se forment, permettant l'émergence de nouvelles possibilités. Un aspect crucial de cette guérison concerne ce que la psychologue Janina Fisher appelle « travailler avec les parties ». Cette reconnaissance que la personnalité de l'adulte anciennement parentifié contient souvent différentes sous-personnalités ou parties figées à différents âges développementaux. Il y a la partie petit adulte, qui a pris soin des frères et sœurs, la partie enfant vulnérable qui a dû être supprimée, la partie protectrice qui maintient tout le système en sécurité à travers l'hypervigilance. La guérison n'implique pas l'élimination de ces parties, mais leur réintégration dans un self plus expansif et fluide. La partie petit adulte contient des forces et des compétences précieuses. Elle a besoin d'être honorée pour sa contribution à la survie, tout en étant doucement libérée de son rôle de gardien perpétuel. La partie enfant vulnérable a besoin d'être reconnue, protégée et autorisée à expérimenter tardivement certains aspects de l'enfance qui lui ont été refusés. Cette réintégration implique ce que les thérapies basées sur l'attachement appellent « devenir son propre bon parent ». Ce processus par lequel l'adulte apprend à se donner à lui-même ce qu'il n'a pas reçu étant enfant. Protection, validation, permission, encouragement. Ce n'est pas simplement une technique thérapeutique, mais une reconceptualisation fondamentale de la relation à soi-même. Un aspect particulièrement puissant de ce travail concerne la récupération de ce que le psychologue D.W. Winnicott appelait la capacité d'être seul en présence de l'autre. Cette expérience développementale cruciale, où l'enfant apprend qu'il peut être pleinement lui-même, suivre ses propres impulsions et intérêts, tout en restant en connexion sécurisante avec une figure d'attachement attentive, mais non intrusive. L'enfant qui a dû constamment scanner l'environnement pour les besoins de ses frères et sœurs n'a souvent jamais pu développer cette capacité. Sa conscience était perpétuellement tournée vers l'extérieur, vers les besoins des autres, créant une forme particulière d'aliénation de soi. La guérison implique le développement tardif, mais essentiel, de cette capacité à habiter pleinement sa propre expérience sans l'abandonner pour celle des autres. Les pratiques contemplatives, comme la méditation de pleine conscience, offrent des voies particulièrement efficaces pour développer cette capacité. À travers l'attention soutenue aux sensations, émotions et pensées qui émergent moment après moment, l'adulte anciennement parentifié peut graduellement redécouvrir son expérience subjective propre, distincte des besoins et demandes des autres. La perspective bouddhiste sur l'impermanence offre également un cadre particulièrement libérateur. La reconnaissance que toute expérience, y compris les identités que nous construisons, est fondamentalement transitoire peut aider à relâcher l'emprise de l'identité de celui qui prend soin des autres.
Cette identité n'est pas une essence immuable, mais une construction conditionnée qui peut être tenue plus légèrement, permettant l'émergence d'aspects de soi précédemment supprimés. La dimension relationnelle de la guérison ne peut être sous-estimée. Comme l'écrit le psychanalyste relationnel Stephen Mitchell, la psyché se forme dans la matrice des relations précoces et ne peut être transformée que dans le contexte de nouvelles relations. Pour l'adulte anciennement responsable de ses frères et sœurs, ces nouvelles relations doivent offrir précisément ce qui a manqué. La permission d'être imparfait, de ne pas savoir, d'avoir des besoins, de recevoir sans donner en retour. Ces relations réparatrices peuvent prendre diverses formes: une thérapie avec un clinicien compétent dans le trauma développemental, une amitié authentique qui permet la vulnérabilité réciproque, un partenaire romantique capable de voir et d'aimer les parties vulnérables au-delà de la façade de compétence. Ce qui importe n'est pas la forme spécifique, mais la qualité de ces relations, leur capacité à contredire les attentes relationnelles formées dans l'enfance. Un aspect particulièrement transformateur de la guérison concerne la redécouverte du jeu. Pour l'adulte qui a été catapulté prématurément dans des responsabilités écrasantes, le jeu reste souvent un territoire étranger, mystérieusement inaccessible, ou induisant une culpabilité inexplicable. Et pourtant, comme le souligne le psychiatre Stuart Brown, le jeu n'est pas simplement une activité frivole, mais un besoin neurobiologique fondamental, aussi essentiel au développement humain optimal que le sommeil ou la nutrition. La récupération de cette capacité implique ce que les thérapeutes par le jeu appellent la régression au service du self, ce retour temporaire à des états développementaux précoces, non pas comme une fuite de la réalité adulte, mais comme une expédition de récupération de parties essentielles de soi-même laissées derrière dans la course vers une maturité forcée. Ce processus peut commencer par des formes de jeu structurées, qui sont plus accessibles à l'adulte hyper responsable, puis progressivement évoluer vers des formes plus libres, plus improvisées, moins orientées vers un but. Le théâtre d'improvisation, la danse libre, certaines formes d'art-thérapie, et même certains sports peuvent offrir des ponts vers cette redécouverte du jeu authentique. La dimension spirituelle de cette guérison implique ce que le théologien Paul Tillich appelait le courage d'accepter d'être accepté, cette capacité paradoxale à recevoir une grâce inconditionnelle malgré le sentiment profond d'en être indigne. Pour l'adulte anciennement parentifié, dont la valeur a toujours été conditionnelle à sa capacité à fonctionner et à prendre soin des autres, cette acceptation inconditionnelle représente une révolution existentielle. Les traditions contemplatives offrent des pratiques spécifiques pour cultiver cette acceptation de soi. La pratique bouddhiste de metta, bienveillance aimante par exemple, commence délibérément par diriger la compassion vers soi-même avant de l'étendre aux autres, un renversement radical pour celui qui a toujours priorisé les besoins des autres. De même, la pratique chrétienne de recevoir la grâce comme un don immérité plutôt que comme une récompense pour la vertu peut être profondément transformatrice. Un aspect souvent négligé de la guérison concerne la redéfinition des relations avec les frères et sœurs à l'âge adulte. Cette redéfinition implique ce que les thérapeutes familiaux appellent la renégociation des contrats relationnels implicites, ces accords non-verbaux qui définissent qui fait quoi, qui est responsable de quoi, qui a droit à quoi dans la relation. Cette renégociation n'est pas toujours facile ou bien accueillie. Les frères et sœurs qui ont bénéficié de la parentification peuvent résister au changement relationnel, ayant développé leurs propres adaptations à ce système. Comme le souligne la thérapeute familiale Monica McGoldrick, tout changement dans une partie du système familial nécessite une réorganisation de l'ensemble, un processus qui génère inévitablement de la résistance. La guérison complète implique finalement ce que le psychologue existentiel Irvin Yalom appelle la transcendance de soi, cette capacité à transformer la souffrance personnelle en une sagesse qui bénéficie aux autres. Nombreux sont les adultes anciennement parentifiés, qui, après un travail substantiel de guérison personnelle, se tournent vers des formes de service authentiques, qui émergent non pas de la compulsion à prendre soin, mais d'une abondance intérieure retrouvée. Ce service authentique se distingue fondamentalement du sacrifice de soi compulsif qui caractérisait la parentification. Il émerge d'un self intégré plutôt que d'une fragmentation interne, d'un choix conscient plutôt que d'une adaptation inconsciente, d'une abondance intérieure plutôt que d'un vide à combler. Comme l'écrivait si éloquemment Carl Jung, « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir ». Dans cette transformation alchimique de la blessure en don, l'adulte anciennement responsable de ses frères et sœurs découvre peut-être la rédemption ultime de son expérience. L'enfance volée n'est pas simplement récupérée comme une possession personnelle, mais transformée en une sagesse compassionnelle qui enrichit non seulement sa propre vie, mais rayonne vers tous ceux qu'il rencontre. Comme l'écrit le poète Khalil Gibran, « Votre douleur est la brisure de la coquille qui enferme votre compréhension ». Cette compréhension, gagnée à travers le creuset d'une responsabilité précoce et le voyage courageux vers la guérison, contient une sagesse particulière sur la vulnérabilité humaine, sur la résilience, sur la capacité transformatrice de la conscience.
Elle témoigne de cette vérité profonde que toutes les traditions spirituelles authentiques affirment. Même les blessures les plus profondes, lorsqu'elles sont approchées avec conscience et compassion, peuvent devenir des portails vers une humanité plus complète, plus authentique, plus lumineuse.